Pour les étudiants de l'EAD, j'ai eu un problème de pile sur l'enregistreur, donc le cours a été coupé à un moment donné. Je ne sais malheureusement pas où ça a été. Donc on reprend. Désolé encore une fois pour cette interruption non voulue. On reprend autour de ce que je décrivais. Allez, s'il vous plaît, une demi-heure et puis après vous pouvez sortir. Ce que je décrivais comme étant le mouvement de circulation, si vous voulez, très général dans les années 60, que j'ai décrit de façon un peu plus détaillée pendant la première partie de la séance, mais qui est en fait aussi le même mouvement qui touche et auquel appartiennent les études culturelles, c'est-à-dire c'est la mise en mouvement de la théorie à l'intérieur de l'espace académique. Le décloisonnement que je décrivais entre vie et art, entre objets de consommation et produits artistiques, en fait, il se transpose dans ce qu'est l'émergence des études culturelles, dans la mesure où leur programme, et ça je crois que vous l'avez quand même bien saisi maintenant, c'est précisément de doter en fait les séparations intra-académiques, oui. J'avais une question parce que j'avais l'impression qu'on avait peut-être un peu perdu ça avec la digitalisation justement, mais du coup ça allait dans le même sens, peut-être sous un autre angle, mais qu'il y avait plus de détails apportés aux choses dans les années avant 50, je ne sais pas, par exemple, même au téléphone fixe. On voit vraiment, même les cuisinières, les vieilles cuisinières et tout, on voit en avant-après il faut faire pour beaucoup de monde et il faut faire pour... je ne sais pas, mais du coup j'avais une question sur est-ce qu'aujourd'hui on peut toujours dire que l'objet fonctionnel il est pour être esthétique? Je pense que oui, je pense de plus en plus. Vous avez pris un autre... Moi, j'étais sur les téléphones ou les ordis parce que j'ai ça sous le nez et qu'on a tout ça sous le nez, mais votre exemple de cuisine est très bien. La question du design d'objet, elle touche tout. Elle touche... Parce que j'avais justement l'impression que c'était avant que c'était plus joli. Genre, parce que vous êtes... plastique, il y a plus de détails, que quand on regarde le vieux métro ou les voitures qui avaient plein de détails, ça s'est perdu, mais je sais pas, c'est ma vie, pas mon avis. Non, mais c'est peut-être une nostalgie où il y a aussi une nostalgie au bon sens du terme, c'est-à-dire pour les formes anciennes, pour tout ce qui se met sous l'étiquette vintage en fait aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous, une Chevrolet avec des chromes partout, c'est magnifique. Une Harley Davidson de 55, c'est splendide. Mais quand même, globalement, on est dans une société, je prenais l'exemple du tram exprès, où ça va toucher tout, ça va toucher même les capsules de café, quand vous avez une machine à café, tout ça est designé, tout ça est peut-être adouci dans les formes, transformé en objet beau à regarder, en fait. Un truc de Nescafé, capsule, là, je sais plus comment ça s'appelle, Nespresso ou autre, c'est un bel objet aussi. Ça peut même... Après, on peut aller aussi regarder des anciens outils agricoles, par exemple, et leur trouver une beauté... vous voyez ? Donc, c'est pas faux. Il y a de très belles choses avant, mais si vous voulez, l'idée, en fait, d'articuler la consommation et l'espace de vie quotidienne à la beauté des formes, ça part vraiment de la fin du 19e et du début du 20e dans un mouvement qui s'appelle l'art déco. Ça porte bien son nom. Sauf que l'art déco, ça s'adresse à qui sociologiquement ? Ça s'adresse aux gens qui sont très riches, ça s'adresse aux gens qui ont la capacité de payer des fortunes pour avoir des choses qui sont justement hyper designées. Et donc, il y a aussi une dimension dans l'art déco, si vous prenez le métro à Paris, par exemple. Et là, c'est pas juste pour les classes fortunées. Le fait de designer les rambardes, les entrées de métro, Guimet fait ça très bien. Donc, c'est pas, j'ai bien dit, c'est pas plus que le fait de considérer des productions artistiques a priori hétéroclites de la même manière et leur attribuer la même qualité. C'est pas quelque chose qui naît à ce moment-là. Mais il y a
une poussée, je ne sais pas comment dire, on est après-guerre, la décennie la décennie des années 40, et pas vraiment, ils ont autre chose à faire qu'à s'occuper de la beauté des objets. Les immédiates après-guerre, regardez la reconstruction, regardez ce que ça donne en termes d'immeubles, de bâtiments, c'est pas toujours très très joli. Des villes qui ont été rasées, bombardées, on fait des blocs de béton parce que les gens doivent habiter vite, et ils sont nombreux. Donc voilà, c'est pas le côté beau qui s'impose. En architecture, il y a tout le courant, justement, anti-ornement, lissage, quelque chose qui est hyper fonctionnaliste, voilà, qui va quand même dominer pendant un certain temps au XXe siècle. Et ça change à ce moment-là, ça commence à changer à ce moment-là. Et pour regarder l'exemple de l'architecture et pour prendre un exemple encore à Montpellier, vous avez à Montpellier un quartier qui sort de terre ex nihilo dans les années 80, qui est Antigone. Et Antigone, vous y êtes promené, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est quand même construit en fonction de critères qui sont esthétiquement pas du tout ceux des années 80, a priori. C'est de l'Antiquité néoclassique, voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les styles qui, dans une logique moderniste, se succèdent, se remplacent, etc., sont donc, sont plutôt dans une relation d'affrontement ou de substitution. On arrive à un moment, et ça commence à mon sens dans ces années 60, autour des phénomènes que je vous décris, en architecture aussi, fin des années 60, à avoir non pas un rapport organique à un style, mais à avoir un rapport, à une palette stylistique qui est issue de l'histoire, dans laquelle on va piocher. Si vous décalez ça dans un univers qui vous est peut-être plus familier, le son, ça s'appelle le sample. C'est-à-dire que vous prenez des disques de funk, vous les écoutez, vous en extrayez un beat, une ligne de basse, ce que vous voulez, vous allez le remonter, etc., etc. Donc vous allez vous servir de formes qui sont celles du passé, et là vous avez accès à toutes les formes du passé, pour fabriquer une forme qui est celle de votre actualité, mais qui ne dépend pas d'une logique exclusiviste, organiciste, un style contre tous les autres. C'est la capacité de mixer les influences, de mixer les sources historiques, de mixer tout ce que vous voulez. Cette idée de mixage, elle est au cœur de la culture contemporaine. Pas d'aujourd'hui, il y a déjà un demi-siècle quasiment. Et quand ça... Oui. Et quand ça démarre en architecture, par exemple, c'est à peu près au même moment, c'est fin des années 60, on commence à voir effectivement des bâtiments complètement déstructurés, des bâtiments qui vont emprunter une partie de leur architecture, par exemple, à un univers type Disney, un univers de grande Disneyland et autres, et composer un bâtiment à moitié comme ça, à moitié avec un autre style, bref, à complètement désorganiser les logiques stylistiques qui sont des logiques de succession, en fait. Bon. Donc ça, c'est des choses qui s'amorcent tôt dans le siècle, quand on commence à intégrer un certain nombre d'éléments dans l'art contemporain, dans l'art moderne occidental. Quand Picasso voit les masques africains, il fait les Demoiselles d'Avignon 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, qui n'ont pas des têtes de femmes, ce sont des masques qu'il a transposés. Voilà. La décomposition des plans de visage, etc., sont dus précisément au type de masques qu'il a vus, qui sont sculptés aussi de façon très, très anguleuse. Donc on intègre et on transforme. Mais ça devient vraiment des logiques artistiques dominantes au tournant des années 60, fin 60, pour le début, en fait, de ce qui va s'appeler le postmoderne, qui est la capacité de disposer d'un répertoire stylistique. Vous allez piocher dans les formes du passé. Ça fonctionne dans la mode, ça fonctionne partout, cette idée. Vous allez avoir des cycles aussi. Il n'y en a pas pour longtemps, vous allez voir revenir les pattes def. Voilà, vous n'avez pas connu les pattes def. Un jour, vous allez avoir des pattes def. Les pantalons évasés comme ça sur le bas, typique fin 60, début 60. Peut-être c'est déjà revenu. Voilà.
Donc tout ça, ce sont des cycles, ce sont des phénomènes de réappropriation et de fabriquer, à partir de formes du passé, fabriquer des choses nouvelles. Alors, pour revenir, essayer en tout cas de revenir à ce que je vous décrivais au cœur du pop art, comme logique artistique du pop art, c'est-à-dire de l'art qui est celui exactement contemporain de la naissance des cultural studies britanniques, regardez en fait cette logique de mélange, cette logique de faire passer les formes populaires dans les formes artistiques, d'aller faire le mouvement inverse, d'aller esthétiser les objets de la vie quotidienne, le casse-noisette. Vous n'avez pas besoin, ou un tire-bouchon, ou bon, les Anglais c'est pas trop le tire-bouchon, c'est plutôt le décapsuleur. Mais vous voyez, ces objets qui deviennent beaux, soudain, il n'y a pas besoin que ce soit beau. Un casse-noisette, ça a besoin de 2 pinces métalliques articulées qui sont capables, par la pression, de faire péter la coquille. On n'a pas besoin que ça soit super stylé. Voilà. Donc, cette logique-là, regardez comme elle s'applique, toutes choses étant égales par ailleurs, comme on dit, à la logique institutionnelle, académique qu'ils mettent en place et qui est une logique dans laquelle ils vont faire quoi? Ils vont mixer les disciplines. Ils vont prendre à l'anthropologie, à la sociologie, à l'histoire, aux études littéraires, ça veut dire quoi? Principalement l'attention au style. Il vient de là. Parce que c'est les littéraires qui s'intéressent au style, c'est même leur définition, si on veut, initiale. Ce qui distingue un texte littéraire d'un texte fonctionnel, une notice d'appareil ou n'importe quoi, c'est le style. Ça veut dire un traitement spécifique du langage. Ça, c'est la définition base de ce qu'est le regard littéraire sur un texte. Bon, quand vous êtes Hogarth et que vous avez été formé à analyser le style de Shakespeare et que d'un coup vous vous dites je vais analyser avec les outils que j'ai développés sur Shakespeare les récits de gare à l'eau de rose ou les romans policiers, etc. Vous faites quoi si ce n'est justement mixer les univers culturels? Donc l'idée de fond, si vous voulez, qui est la mienne, moi je suis plutôt quelqu'un qui vient des arts, des arts et des lettres, donc des formes. Voilà, moi je m'intéresse d'abord toujours aux formes et ce qui les articule évidemment, mais je n'ai pas une démarche qui vient des sciences humaines, c'est-à-dire qui va d'abord s'intéresser à l'arrière-plan et puis qui en fait s'en fout de la forme en réalité. Je vous assure, je m'intéresse beaucoup à la bande dessinée, à l'histoire de la bande dessinée. Si vous allez dans un congrès, dans une journée d'études, etc., ce qui existe, où vous avez des sociologues de la culture qui parlent de bande dessinée, c'est tout à fait légitime. Mais que vous êtes un littéraire, vous vous ennuyez à mourir au bout d'une heure. Pourquoi? Parce que ces gens oublient qu'ils ont affaire à un dessin, d'abord et avant tout. Donc on peut imaginer plein d'idéologies derrière, mais comment l'idéologie, elle va être véhiculée? Elle va être véhiculée par le dessin, pas par autre chose. Donc, si vous oubliez la forme, et ça c'est le reproche que les littéraires feront aux sciences humaines, mais en tout bien, tout honneur et toute amitié. Mais vous voyez, l'importance du regard sur la forme, c'est Hogarth qui apporte ça dans les études culturelles à Birmingham. Et c'est central, c'est vraiment important, parce que c'est par la forme qu'on va pouvoir aussi commencer à décoder le message. C'est la forme qui est le moyen de rencontre. Après, vous allez analyser, réfléchir, commencer à découper l'objet en plusieurs éléments. On peut entrer dans une interprétation de la forme. Mais si vous oblitérez complètement la forme, pour moi, vous passez à côté d'un élément important. Quelle que soit cette forme, ça peut être un vêtement, ça peut être l'idée de style dans les études culturelles qui vont commencer à regarder comment s'habillent les mods, comment s'habillent les punks, essayer de comprendre et de décrypter le texte qu'est en fait le vêtement. Mais si vous n'êtes pas attentif au style, vous n'allez pas être capable de singulariser, de saisir les singularités. En plus, les mouvements, ils ont tendance, eux aussi, à s'empiler, à se marcher sur les pieds, à se piquer des trucs, à se les repiquer dans l'autre sens. Voilà. Donc, l'idée, si vous voulez, qui est derrière ma présentation, et c'est pour ça que je passe par ces logiques un peu, notamment de l'art qui est l'art contemporain
de la naissance des études culturelles, le pop art. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, hein. Il y a d'autres formes artistiques, il y a encore des artistes, des peintres abstraits, il y a encore tout ça. Mais la forme qui éclot en même temps que eux, bah, c'est le pop art. Et il se trouve étrangement qu'il y a des pratiques communes, chacun dans son domaine. Voilà, Hogarth, il n'est pas peintre, hein, mais il s'intéresse, bah, par exemple, à la narration de style populaire, à la bande dessinée. Tiens, Liechtenstein, il n'est pas du tout ni littéraire, ni sociologue, mais il s'intéresse, du point de vue du peintre, à l'iconographie qu'il va trouver dans les pulps. Bah, le regard, il est le même. C'est un regard qui sort de son centre de gravité, qui va se déporter et qui va réimporter la trouvaille, la découverte dans son domaine de création et qui va peindre, en fait, des cases de comics. Voilà. Et ça se vendra des millions quelques années plus tard. Un pulp, même si vous avez une collection de pulp historiques, ça vendra peut-être quelques centaines de dollars, mais voilà. Donc, les logiques me semblent en tout cas avoir beaucoup de points communs dans le domaine d'ensemble des pratiques. Et c'est ce qui m'amène un peu à vous proposer cette lecture des... Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, je ne la garantis pas. Je ne suis pas un spécialiste des études culturelles britanniques, pas du tout. Hein. Mais c'est la proposition un peu de lecture que je vous fais, de considérer que les études culturelles sont la théorie critique des années pop. En fait. C'est la façon dont la pensée critique s'est popifiée. Voilà. Dans un sens tout à fait positif du terme. Et à plus d'un titre, hein, mais en priorité au titre, c'est-à-dire qu'elles vont entériner l'entrée de ces matériaux dans le domaine académique. Ça, voilà, c'est fondamental. Et qu'elles vont... un peu comme les années pop, globalement, font entrer la vie dans l'art, l'art dans la vie, et les études culturelles vont opérer le même type de transaction entre la rue, le monde de la vie quotidienne, et puis les outils d'analyse qui sont, a priori, ceux qu'on applique aux productions culturelles reconnues, disons, en tant que telles. Et puis, derrière cette autre idée du décloisonnement, regardez à quel point ce sont des intellectuels, des théoriciens, qui s'intéressent à l'expérience concrète, à la vie matérielle. Dans l'intérêt de faire entrer la vie matérielle, justement, dans la spéculation théorique sur la culture, etc. Lisez La culture du pauvre, vous verrez ce que ça veut dire, que cette entrée de la vie matérielle dans la prise en compte de cette vie matérielle. Quand il décrit les bruits des arrière-rues, les odeurs des maisons, les couleurs qui sont celles des paysages urbains de Leeds. Voilà. C'est ça qui est pris en compte au titre d'expérience des gens. Et c'est à partir de là que Hogarth va aussi réfléchir. Donc c'est un théoricien qui n'est pas théorique de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui est très, très appuyé sur l'expérience concrète, l'expérience matérielle. Donc, un peu de la même façon que le pop art va se réapproprier la vie quotidienne. Par exemple, si je vous montre une autre œuvre, alors là, il faut que je m'y retrouve dans mon bazar. Mais peut-être que oui. Si on a cette autre œuvre britannique de 64, que je n'ai pas montrée, de Richard Hamilton, intérieur, on appelle, regardez comment la vie matérielle, la vie consommation courante des objets, une télé, une chaise de bureau, une perspective avec au fond, c'est pas exactement peut-être une cuisine, avec une femme qui est en habit de ville, comment tous ces éléments-là constituent en fait la matière du tableau, sur la vie moderne, quoi, en fait. Voilà. Et on peut avoir beaucoup d'autres exemples. Un dernier point sur la question du pop art, après je passerai à un autre
élément. La peinture, elle est dans l'après-guerre quand même très largement, pendant une quinzaine, vingtaine d'années, principalement dominée par l'abstraction, donc par soit des figures géométriques, soit des figures beaucoup plus en mouvement, avec de la peinture sur la toile. Je vous avais jeté sur la toile, je vous avais montré Jackson Pollock en train de peindre la dernière fois, je crois. On peut revenir dessus. Voilà la peinture américaine qui, dans l'après-guerre, constitue vraiment une sorte de... C'est la peinture qui est mise en avant par les États-Unis et qui est une peinture totalement abstraite, même si elle est lyrique, même si elle est tout à fait fascinante par les nœuds d'intensité, la rapidité, la circulation rapide de la peinture sur la toile, plein de trucs qu'on peut... Voilà, l'énergie, la décharge psychique que ça peut être, plein de trucs qui peuvent être passionnants à commenter. Mais on a quand même affaire à une peinture qui est assez difficile d'accès pour un public non informé. Si vous êtes spécialiste de critique d'art à New York et que vous voyez Pollock travailler, vous allez tout de suite être dans votre... Vous allez savoir ce qu'il est en train de se passer et donc vous allez commenter. Mais quelqu'un qui n'a pas plus que ça à faire au monde de l'art et qui voit une expo, il peut trouver ça joli du point de vue simplement décoratif, je mets des guillemets, mais ça va être un peu difficile d'accrocher à l'œuvre. C'est le moment aussi où il y a une séparation qui s'opère, et l'art contemporain il va aller croissant dans ce sens, entre l'évaluation publique, commune, non spécialiste, et les productions. Et l'incompréhension qui va quand même devenir, dans l'art contemporain, assez flagrante entre le public et l'artiste. Mais je referme ma parenthèse. Donc dans l'après-guerre, on est plutôt dans ce type de peinture, dans une peinture qui peut prêter beaucoup à interprétation, à spéculation, mais qui est difficile peut-être à s'approprier quand vous n'êtes pas spécialiste d'art et de peinture. Le pop art, il va faire quoi? Le pop art, il va revenir à la figure. Marilyn, la boîte de soupe, intérieur, même Bacon, dont je vous ai dit, c'est limite abstraction, mais quand même, vous voyez un corps qui est en train d'être mal en point, mais il y a quand même quelque chose qui permet quoi? Qui permet une prise, en fait, sur l'œuvre. Je parle, là encore, d'un regard non informé, du regard d'un public qui va dans une exposition sans être spécialiste de peinture contemporaine et qui voit des tableaux. Faites l'expérience, si vous voulez, dans un musée. Voilà. Il y a des gens qui regardent toujours les Soulages en disant que c'est complètement bidon, etc. Vous avez des superbes à Montpellier, allez-y, ça vaut le coup. Allez-y les jours où il y a de la lumière, où il n'y en a pas, etc. Vous verrez où est l'intérêt, notamment, de la captation de la lumière par la toile. Mais si vous avez une figure, Basquiat, par exemple, qui est quand même très aussi confus dans la matière picturale, mais il y a quand même une figure, il y a quand même une tronche qui va sortir, il y a quand même quelque chose à quoi vous allez pouvoir, en fait, vous, public non informé, vous accrocher. Et c'est ce que fait le pop art. Le pop art ramène la figure et, ce faisant, il permet la connexion, je pense, pop, au sens où, effectivement, l'art va commencer à être reconnecté à un public beaucoup plus large que le public relativement restreint, même si ces œuvres font l'objet d'une grande diffusion après-guerre. C'est un peu l'arme culturelle des États-Unis, l'expressionnisme abstrait. C'est quelque chose qui va vraiment être mis en avant comme étant l'art américain par excellence. Eh bien, c'est un art qui reste probablement quand même difficile. Si vous remettez une figure, si vous donnez aux gens un élément d'identification dans la représentation, vous les sécurisez en fait. Tout le monde peut se dire « Ah oui, tiens, une boîte de soupe Campbell, je sais, j'en ai une dans ma cuisine. Tiens, mais c'est bizarre, pourquoi il peint une boîte de soupe? Après tout, on n'a rien à foutre des boîtes de soupe. Tout le monde peut acheter une boîte de soupe, ça coûte 50 cents. Quel est l'intérêt ?» Là, vous êtes en train, sans avoir de capacité particulière, artistique, formation ou quoi que ce soit, vous êtes en train de commencer à dialoguer et à parler avec
l'œuvre en question et à l'interroger. Pourquoi, effectivement, à quoi ça sert, en 64, de représenter une boîte de conserve? Oui. Parce qu'il y a des gens, justement, qui étaient totalement réfractaires à ça, qui disaient peut-être, de toute façon, c'est juste une esthétisation de notre quotidien et ça m'intéresse pas et c'est juste pour vendre et je m'en fous. Ben oui, il y a deux lectures du pop art, historiquement. Il y a une lecture qui consiste à dire ce n'est jamais que la duplication dans le monde de l'art du système de la consommation, autrement dit, ça vaut pas tripette d'un point de vue artistique. Et puis, il y a l'autre option qui consiste à dire non, c'est une façon de distancier complètement le monde de la consommation, de développer justement un regard ironique sur les formes, sur les mythologies, Marilyn, Elvis, Mick Jagger, vous les prenez tous, là, chez Warhol, ils ont tous droit à leur portrait, mais encore une fois, avec quelque chose qui est, si on regarde bien, je l'ai fait avec le cours d'avant, donc je ne vais pas vous le retrouver là, mais j'avais mis en gros plan le portrait historique de Marilyn, on reconnaît tout de suite Marilyn, mais d'un certain côté, elle n'est pas super belle, Marilyn, peinte par Warhol. Elle a du rimel qui déborde largement des yeux, les lèvres sont complètement mangées par un halo rouge, qui n'est pas juste du rouge à lèvres. Voilà. Et c'est une représentation étrange de Marilyn, en réalité. Mais les gens reconnaissent Marilyn. Donc oui, il y a une lecture du pop art qui tend à plutôt le rendre... à lui enlever en fait un intérêt artistique réel, et puis il y a une autre lecture qui consiste à dire non, c'est une réponse à la situation historique, c'est une réponse à la situation de consommation. Et il y a un peu deux grandes lignes de réponse, je crois, à cet état de la société, et le pop art peut en être un. Voilà, effectivement, de reprise et de pousser les gens à réfléchir à leur expérience quotidienne, à la relation entre quotidienneté et exceptionnalité, à peut-être écarter d'un côté la fascination que peut exercer l'icône cinématographique ou musicale. Voilà, dans l'imaginaire public, Marilyn, bon, c'est un sommet en 64. C'est pas déjà encore aujourd'hui, mais encore une distance quand même historique qui permet de faire quoi ? De déconstruire un peu aussi son propre destin, sa propre mythologie, son destin tragique. C'est une catastrophe, la vie de Marilyn, c'est une horreur en fait. Voilà. Mais est-ce qu'en 64 on est déjà là-dedans ? C'est pas gagné, parce qu'il faut traverser des couches de mythologie, il faut traverser des tas de choses qui sont construites, justement. Et je pense que le pop art le fait. Je pense que quand Warhol, il la grime, en fait, quasiment, c'est un peu ça qu'il est en train de commencer à faire. C'est-à-dire de dire, regardez la blonde platine, regardez ce qu'elle devient si je la reproduis, voilà. Donc, la réappropriation de la figure, c'est aussi, je crois, quelque chose d'important, dans la mesure où ça permet une diffusion plus grande, tout simplement, de l'art, et ça rend l'art au débat public, ça redémocratise d'une certaine façon la relation à l'art. Et ça, c'est le propre... L'abstraction porte bien son nom. Quand vous êtes dans l'abstraction, vous êtes dans quelque chose qui est une procédure cérébrale, de réflexion, de spéculation, d'interprétation. Quand vous êtes dans la figuration, vous êtes plutôt d'abord en train de donner une matière, tout simplement, à la réflexion. Voilà. Alors, il me reste... mais est-ce que j'ai encore du temps ? Bof, non, je n'ai pas le temps de commencer. Alors, je fais une grosse marque dans mes notes, comme ça je sais où j'en serai et où je devrais reprendre la prochaine fois. Le dernier point auquel je voulais un petit peu consacrer un commentaire, avant d'en arriver directement cette fois au texte, et à vous présenter non seulement la culture du pauvre, mais un peu les 2-3 textes majeurs de ce premier moment des études culturelles à Birmingham, c'est de resituer, ça c'est plus rarement fait,
Hogarth et la culture du pauvre dans le contexte de la littérature anglaise de l'époque, de l'après-guerre. Littérature plutôt narrative, plutôt le roman, puisqu'il partage pas mal de points communs avec ce mouvement littéraire des jeunes gens en colère, jeunes hommes en colère, Angry Young Men. Il partage des origines sociales, donc un statut aussi, et un univers de représentation. C'est ce qui m'amène à vous proposer aussi comme piste de lecture de la culture du pauvre, non pas justement uniquement l'idée qu'on a affaire à un texte de sociologie de la culture, pour le dire de façon très vague, très large, mais on a aussi affaire à un récit autobiographique, c'est-à-dire qui va mobiliser des procédés littéraires, qui va être un texte écrit et pas juste un texte d'analyse. C'est un texte vraiment tout à fait littéraire, la culture du pauvre. Voilà. Et c'est ça que je voulais simplement évoquer pour que vous ayez un peu une vision d'ensemble, j'espère, enfin d'ensemble, elle n'est pas exhaustive bien entendu, mais pour comprendre l'émergence de ce mouvement. Il n'y a pas que des raisons, je dirais, politiques, parce que c'est un moment où la gauche a démocratisé tout ça. C'est tout à fait vrai, c'est important, mais c'est aussi, à mon sens, l'expression dans le domaine du savoir académique des mêmes opérations qui se passent dans le domaine de la culture en général à ce moment-là. C'est leur équivalent, c'est leur pendant. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que ça éclate en 64, justement, qui est une année charnière quand même dans l'histoire du pop art. C'est pas l'année de naissance du pop art britannique, hein, c'est plutôt 58-59, mais c'est vraiment le moment où, pof, là, il y a un phénomène de génération, effectivement, qui est en train de se rendre très visible. Voilà. Bon, est-ce que vous avez quelques questions résiduelles pour m'achever, pour achever ma journée? Non, ça va? Donc, pensée, sujet de mémoire dans la semaine. Une dernière chose, les sujets, c'est pas parce que vous allez rendre une fiche et que je vais essayer de vous orienter avec mes collègues vers telle ou telle personne que c'est gravé dans le marbre pour l'année. Si vous voulez changer, mais ça se fait après dans la discussion avec celui ou celle qui va vous diriger. À la semaine prochaine. Bonjour. Moi, j'avais une petite question justement par rapport à cette fiche que vous faudrait nous rendre. Je ne sais pas trop quelle personne chercher pour faire la direction de mémoire. Bon. Qui porte sur le militantisme dans le milieu de la free party. Ouais. Pas mal lié à la musique et tout ça, mais pas uniquement. Il y a plusieurs personnes qui peuvent venir, qui peuvent vous diriger. Je pense à Virginie Anctin qui va diriger, sauf erreur de ma part, Lou, qui travaille sur le... Lou, c'est la jeune fille blonde de dos qui a des lunettes sur le front. Voilà. Elle travaille sur le... Oui, elle travaille sur la techno. Les fruits, sur la techno, ouais, sur les logiques d'institutionnalisation dans la techno. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. Okay. Si vous faites un petit pool, il y a Virginie, il y a Thierry Serdan en art plastique qui peut aussi vous diriger. Il y a plusieurs personnes. Ça marche, ok. Donc, mettez le sujet. Si vous avez une idée de personne, vous la mettez, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment le sujet. Ouais, le sujet, tout le reste, c'est bon. J'attendais juste ça. Bon, super, merci beaucoup. Et parlez avec elle, hein, si vous voulez. Elle est partie déjà. Attrapez-la, voilà. Oui. Je me demandais aussi, mais du coup, je pense que c'est pas très grave, parce que pour le sujet de mémoire, j'aimerais travailler sur la fast fashion de la réception, enfin de la diffusion à la réception, et du coup en me questionnant aussi sur les différentes classes sociales, etc. Mais je trouvais personne dans la fiche qui travaillait sur la mode, etc. Mettez sujet sur la fast fashion, oui, voilà, je vais mettre plusieurs mots-clés voilà. pour que ça puisse aider tout à l'heure. Mais on trouvera. Ok. Vous venez d'où, de quel parcours J'ai fait les Beaux-Arts. Ouais, d'accord. Donc vous avez un regard sur les formes. Oui, exactement. Oui, là ça me parle plus que dans certains